messieurs, bienvenue à cette émission spéciale de notre chaîne de télévision Téléhandicap. Notre invité fait partie de ce courant lumière d'aujourd'hui qui relève de ce mouvement de pensée philosophique, littéraire et intellectuelle dans le but de sortir le peuple de l'obscurantisme par la connaissance. Mais la différence de notre invité, c'est qu'il vit jour après jour, seconde après seconde, la différence de cette diversité qui lui rappelle la première seconde de sa naissance, qui a causé cette strangulation par le cordon ombilical et lui a rendu personne handicapée vivant avec une paralysie cérébrale par manque d'oxygène au cerveau à la naissance. Il me fait grand plaisir d'accueillir M. Alexandre Jolien, philosophe, écrivain et acteur, et j'en passe. Monsieur Jolien, je vous salue du Québec et bon après-midi chez vous en Suisse. Merci de votre accueil, je suis très touché. On va commencer par le début, par votre naissance. Vous êtes né avec une paralysie cérébrale, ce qu'on appelle chez vous infirmité motrice cérébrale, et chez nous paralysie cérébrale. À l'âge de 3 ans, et ce jusqu'à l'âge de 17 à 20 ans, votre jeunesse a commencé dans une institution spécialisée pour personnes handicapées. Durant cette partie de votre vie, vous avez découvert la joie de vivre qui vous a permis probablement de s'approcher de l'esprit et surtout de la tendresse de votre mère et l'humour de votre père. Voulez-vous, s'il vous plaît, nous résumer cette période de votre vie et votre réaction de ce premier contact entre vous et votre handicap? Volontiers. Donc, je suis né avec une infirmité motrice et mes parents n'ont pas eu le choix, ils m'ont mis dans une institution de l'âge de 3 ans à 17 ans et je crois que c'est là qu'a débuté une vocation pour la philosophie parce qu'il y avait un contraste entre la dureté de la séparation avec les parents et la joie que je trouvais chez mes collègues, mes compagnons de route. Et pour mes parents, c'était un déchirement que de m'abandonner, entre guillemets, tous les dimanches pour me laisser dans un centre où j'essayais avec les autres de progresser sur 3 plans, je crois, rétrospectivement, c'est-à-dire physique, intellectuel, mais aussi spirituellement. Et je crois que c'est ce qui m'a le plus aidé. Donc, mes parents étaient d'un milieu ouvrier, ils n'avaient pas forcément accès à la littérature, aux lettres, mais ils m'ont toujours soutenu de leur amour, de leur amour inconditionnel, de leur accueil. Et c'est ce qui m'a sauvé. Ce qui vous a sauvé vraiment cet amour inconditionnel de la part de votre maman. Oui, je crois que quand on est accueilli dans la vie par un amour sans réserve, on a la force d'affronter et de s'abandonner à la vie telle qu'elle se propose. C'est vraiment important de le rappeler à tout parent. Un enfant, c'est pas, il ne doit pas répondre à des critères de rentabilité. C'est un être purement gratuit qui est donné. Et j'ai eu la chance d'être hyper bien entouré malgré toutes les difficultés de l'épreuve. Et c'est aussi que là qu'on voit que c'est grâce au collectif ou nous, aux autres, qu'on peut s'en sortir. Dites-moi, après votre première expérience dans cette institution et votre contact avec votre handicap,
vous aviez compris que vous faites partie de cette élite intellectuelle et votre choix se dirigeait vers la littérature, la philosophie et l'écriture au lieu de choisir les sciences ou même la médecine pour participer, de se libérer de votre handicap avec des nouvelles thérapies. Pensez-vous, par pur hasard, que votre choix était plus émotif que rationnel, sachant que vous êtes un homme très sensible, ce qui veut dire que l'émotion avait guidé votre raison? Oui, alors d'abord, il faut dire que j'étais pas très doué à l'école et justement, c'est dès lors que j'ai compris que la philosophie pouvait jeter quelques lumières sur la réalité et m'aider concrètement à adopter un mode de vie loin des passions tristes, de la peur, de la tristesse, que j'ai commencé à travailler à l'école. Et ça, c'est vraiment important d'avoir des considérations sur l'éducation. C'est pas quelque chose qu'on assène d'en haut, mais c'est un dialogue socratique. C'est le cas de dire qu'on instaure avec l'élève, que de montrer que la culture, ça permet de trouver ça peut... Alors, vous parlez de médecine. Moi, je crois qu'il y a différents moyens de se sauver, d'aller mieux, la science, la philosophie. Et je crois que la quête spirituelle, ça a répondu à une interrogation majeure sur la souffrance, c'est-à-dire comment lui trouver du sens quand on est confronté à l'étrangeté d'une vie, à une certaine solitude, à une singularité. Et bien sûr que le choix est émotionnel, mais est très profond, j'allais dire. Et je ne saurais pas dire a posteriori qu'est-ce qui m'a poussé plus que l'autre, que, que, quel facteur m'a orienté vers là, sinon la nécessité existentielle de trouver une réponse à la vie. C'est exact, c'est exactement ça. Dites-moi, dans votre vie privée, vous êtes marié et père de 3 enfants. La famille prend d'un seul coup la décision et traverse les océans jusqu'à la Corée du Sud et précisément à Séoul pour se refaire une santé et avoir surtout l'occasion d'approfondir votre pratique du zen, pratiquée quotidiennement par l'élargissement de votre conscience et le développement de votre intuition. Quel a été le résultat, d'après vous, de ce contact et surtout le lien de votre quête de connaissance des évangiles et la joie des cantiques des cantiques? Oui, alors d'abord, vous avez raison d'insister sur la famille. Sans ma famille, ma femme et mes enfants, je ne serais pas grand-chose, d'ailleurs rien. Et je crois que c'est vraiment important de, pardon, j'ai le rhume des fois, de montrer que on ne s'en sort pas tout seul, mais grâce à l'autre. Et justement, c'était une volonté de tous, de la famille, d'approfondir le lien à la spiritualité et un peu de sauter dans le vide pour quitter les repères habituels. Et le contact du zen et des évangiles, ça m'a personnellement orienté plus vers une spiritualité de la réconciliation qu'une spiritualité du combat. Avec ma vie de personne handicapée, j'étais habitué à la lutte, à l'épreuve, à la volonté. Et ça va à un moment et ça peut mener à l'épuisement. Et grâce au zen, et j'étais d'ailleurs
sous la férule, j'allais dire, d'un père canadien, le père Sénécal, qui est établi depuis longtemps en Corée, et qui est vraiment un maître, quelqu'un de profondément humain et généreux, et en même temps très rigoureux, parce que quand on emprunte un chemin de méditation, c'est vraiment, ça peut être âpre et rugueux, parce que l'ego résiste. Et pour moi, c'était vraiment la phrase de Nietzsche dans Zarathustra, dans le prologue, il dit il faut porter encore du chaos en soi pour accoucher d'une étoile qui danse. Autrement dit, le handicap, les blessures, les traumatismes, les hauts et les bas de la vie, on ne peut pas leur tordre le cou, mais on peut essayer d'inaugurer une voie plus pacifiée avec tous faut pas le nommer d'ailleurs, toutes ces choses qui nous habitent. Est-ce que votre vie familiale a été par hasard une source d'engagement dans votre vie spirituelle? Oui, bien sûr, quand on est père de famille, justement, on essaye de vivre à la hauteur d'un amour inconditionnel, qui n'est pas tous les jours facile, avec l'épuisement, la fatigue, les heures du quotidien. Et puis aussi, les enfants sont nos maîtres dans le détachement, dans la spontanéité, dans Ouais, les ouais. non-préjugés. À la maison, je me sens pas du tout handicapé. C'est dès lors que je sors, qu'il y a le regard d'autrui, que je sens une différence. Mais ici, à la maison, avec mes proches, il n'y a pas de handicap. OK, OK. Donc, cette vie, vous la vivez d'une façon intense à l'intérieur et ça se dégage dans vos livres. Quand on parle, par exemple, vous êtes écrivain de plusieurs livres et pièces de théâtre. À titre d'exemple, je prends la philosophie de la joie. On sent déjà la joie dans votre visage, que ce soit dans vos films ou ailleurs. Le métier d'homme. À nous, la liberté et trois amis en quête de sagesse et j'en passe. Monsieur Jolien, avant de nous parler de vos livres, êtes-vous un homme libre et sage à la fois? Non, pas du tout. Et tant mieux. D'ailleurs, par définition, le philosophe, c'est quelqu'un qui aspire à la sagesse et qui ne l'est pas. Mais je crois que la première étape, c'est justement d'abandonner une à une, et c'est dur, les illusions qu'on peut nourrir envers le monde, soi et les autres, et justement découvrir la liberté au cœur des contraintes, des conditionnements. Et je me libère, j'allais dire, grâce aux autres chaque jour. Quant à la sagesse, je crois que c'est une boussole, une lanterne au loin qui nous oriente, mais bien malin qui peut se déclarer sage. C'est officiel et même je confirme un petit peu ce que vous venez de dire. Même, je dirais, notre société aujourd'hui a besoin des sages pour donner une nouvelle vision de vie et une nouvelle tendresse et surtout un équilibre nouveau parce que notre société est complètement perturbée actuellement. Vous êtes d'accord avec moi? Moi, je crois qu'aujourd'hui, ce qui règne, c'est l'individualisme. Et justement, Exact. la personne fragile est là pour nous rappeler qu'on ne vit pas dans la jungle et que la solidarité, c'est le ciment qui nous réunit. Et c'est vraiment, pour moi, la solution, c'est face au tragique de l'existence, incarner dans nos vies la solidarité. Exact. Exactement ça. Ceci me donne maintenant l'impression que vous avez aussi un autre visage, une autre pensée dans votre vie, que vous êtes connu partout par vos multiples actions. Partout, partout, vous êtes l'homme international,
mais surtout par votre handicap léger, je dirais léger, versus les autres cas. Par contre, vous êtes envahi par l'angoisse, par l'estime de soi, la peur et probablement l'arrivée de l'heure du départ. Pensez-vous que dans la vie et surtout celle d'aujourd'hui, c'est facile d'avoir à la portée de la main des gens positifs tout le temps, solidaires et pleins d'affection, même parfois les plus proches de vous, dans la famille et autres. Et quelle est votre vision maintenant entre le bien et le mal? Oui, alors, il y a beaucoup dans votre question. Premièrement, les angoisses et les tiraillements intérieurs, je crois que dans l'accompagnement d'une personne handicapée ou plus généralement de quelqu'un qui souffre, on a peut-être tendance à privilégier l'aspect somatique, c'est-à-dire réparer un corps ou essayer de le réparer, plutôt que de soigner et d'accompagner un être humain. Et je pense que c'est normal d'avoir des craintes, des peurs. Et justement, la méditation, c'est un exercice qui peut consister à voir qu'on est traversé de pensées, d'émotions, et le défi, c'est de ne pas s'accrocher, mais je ne crois pas qu'il faut se culpabiliser d'avoir des craintes, c'est naturel. Et justement, pour répondre à sur vos questions, je crois que c'est en s'approchant des autres, en se nourrissant de liens, qu'on peut traverser ces angoisses au jour le jour avec les moyens du bord, millimètre par millimètre. Et peut-être le premier pas, c'est de ne pas avoir peur de sa peur d'aller vers les autres désarmés, j'allais dire. Dites-moi, on va passer dans une autre étape et je vois, parce que j'ai lu un petit peu sur vous et je pense que Bernard Campan, acteur, humoriste et réalisateur, est un ami très proche de vous. Cette amitié vivante entre vous est une leçon réelle pour les autres. Quel est ce dénominateur commun qui a été créé dès la première rencontre entre vous? Serait-il par hasard une source d'inspiration pour nous montrer que la vie est vraiment précieuse et qu'ensemble, qu'on se réalise? Votre handicap était-il par hasard un facteur d'approchement envers l'autre par peur de la solitude? Alors d'abord, le lien avec Bernard, c'est vraiment à proprement parler une amitié spirituelle. Dès nos premiers contacts au téléphone, on a échangé sur des thèmes hyper profonds, justement la peur de la mort, la pratique spirituelle. Et je trouve que quand une amitié est basée sur ces terrains-là, elle est solide et elle nous accompagne toute notre vie. Et pour moi, Bernard, c'est un frère. Je suis frappé par son extrême générosité et cette sensibilité qui est une ouverture au monde tel qu'il est. Et de nouveau, sans Bernard, sans des amis, je ne serais pas là et je serais très touché. Je suis très touché en pensant à ce lien. Et justement, le film a voulu montrer que deux cabossés de la vie, comme on dit, ils s'unissent. Je ne sais pas si c'est par la blessure, grâce à elle, à cause d'elle, mais ils font un chemin commun et c'est des progressants. Comme disaient les philosophes antiques, chaque jour ils essayent de quitter les passions tristes et de progresser. Et c'est un peu ce qu'on a voulu montrer dans le film. Et dans le film, Bernard joue le personnage d'un croque-mort, de nouveau le rapport à la mort, comment on l'assume, comment on l'accueille, comment
accepte cet horizon. Et le travail intérieur, c'est pas un travail seul de quelqu'un replié dans son coin, mais c'est l'amitié, comme disait Aristote. Oui, c'est un exercice spirituel. Mais pensez-vous, pour compléter dans le même sujet, que l'amitié, et c'est un objectif facile à atteindre, où on aura besoin du temps et d'expérience, de vie ensemble, avant d'atteindre cette sorte d'amitié que vous avez ensemble? Alors, au même titre qu'il y a des coups de foudre en matière d'amour, je pense que l'amitié, il y a peut-être des fulgurances avec des êtres où on se trouve directement aligné, connecté, relié à l'essentiel. Avec d'autres individus, il y a plus de carapaces, plus d'obstacles, mais justement, il n'y a pas un protocole de l'amitié, il y a des liens qui se tissent au fil du temps et dans la singularité de chacun. Et aujourd'hui, avec ce monde hyper connecté, paradoxalement, on peut être de plus en plus acculé à une certaine solitude. C'est exact, c'est sage de votre part de donner cette analyse et cette définition à l'amitié, parce que c'est vrai, parfois l'amitié passe avant l'amour. La vraie amitié, c'est donner aux autres ce que tu as toi-même sans attendre en retour. Ça, c'est la vraie amitié, à mon avis, là. Mm. Maintenant, on va aller dans votre chef-d'œuvre, ce qui a donné des vibrations et des émotions à différentes personnes chez vous et ailleurs, le film Presque. Votre film fétiche, vous êtes, je dirais, avec sincérité, l'acteur principal avec tout le respect que j'accorde à votre partenaire Bernard Campan. Et je dis ça avec simplicité, avec sagesse. J'ai eu le plaisir d'aller voir le film et nous étions 100 personnes ensemble dans une salle de cinéma à Montréal. Ces images, la chute à bicyclette, le corbillard avec le cercueil, le regard envers votre ami Bernard, représente-t-il par hasard une définition dans votre vie d'une part, et d'autre part, avez-vous atteint votre objectif de construire à travers vos lignes une société plus solidaire et plus inclusive parce que nous sommes tous des êtres humains semblables? Alors, comme je le disais tout à l'heure, le film a voulu essayer de montrer le parcours de deux êtres qui sont blessés, qui sont en recherche d'une stabilité, d'une sérénité qu'ils n'ont pas et qui, grâce à l'autre, vont progresser. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour progresser aujourd'hui, ici et maintenant. Et le progrès, précisément, il peut épouser deux chantiers de l'existence. Et le premier, c'est la sphère intime, se libérer, comme dans le film, du regard d'autrui, du poids du passé, des regrets, des habitudes, de la routine. Et le deuxième chantier, tout aussi capital, vital, c'est bâtir une société euh, plus éveillée, plus solidaire, qui mettrait personne sur la touche. Et ça, c'est vraiment notre volonté de montrer, il ne s'agit pas d'asséner des leçons, mais de montrer qu'on est tous fragiles et qu'ensemble, d'ailleurs c'est le sens du mot solidarité, ensemble on devient plus solide quand on est, oui, solidaire. Exact, exact. Monsieur Jolien, en conclusion, avez-vous un message inspirant et encourageant au gouvernement de partout dans le monde pour faire Euh, progresser les mesures de sensibilisation au niveau de la population envers les personnes handicapées qui ont rien ou presque pour l'équilibre de l'humanité?
Moi, je pense qu'il y a plusieurs chantiers. Dans celui de l'éducation, je pense qu'il y a une non-visibilité de la personne handicapée. Elle est encore trop souvent mise dans des ghettos et je crois qu'il faut vraiment Exact. éduquer à la singularité, à la différence. Je crois aussi qu'il y a du boulot à faire au niveau de la justice sociale pour que chacun hérite ou du moins ait toutes les possibilités d'avoir, j'allais dire, une égalité des chances, même si c'est bien théorique, mais concrètement que la personne handicapée ne soit pas handicapée par la société. Vous êtes entièrement d'accord avec moi, il y a toujours cet écart impressionnant entre les pays du Nord et les pays du Sud envers les personnes handicapées. Oui. Oui, oui, là, c'est deux mondes, malheureusement, et on l'a vu encore avec l'épisode du Covid, combien Oui, oui, oui. l'inégalité est totalement injustifiable et oubliée d'ailleurs, c'est ça le pire. Mais comment faire pour créer ce gouvernement universel pour donner droit à ceux qui n'ont pas, ou donner une voix aux gens sans voix? Mais on vit en démocratie et je crois que chacun doit peut-être dire sa voix, donner sa voix, exprimer justement une parole pour lutter contre les injustices. Avez-vous un dernier message à envoyer, à transmettre aux personnes vivant avec la paralysie cérébrale, l'infirmité motrice cérébrale? Moi, je crois que ce qui m'aide au quotidien, c'est d'inscrire la vie dans une dynamique et se demander chaque jour qu'est-ce qu'on peut faire pour progresser. Monsieur Jolien, je vous remercie de votre présence dans cette émission spéciale de Téléhandicap et je vous souhaite l'énergie de zen des gens libres et en santé. C'est gentil. Merci à vous. À vous, chers téléspectateurs, je vous remercie et à la prochaine. Au revoir.